Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Pourquoi est-ce que je pense qu'en date d'aujourd'hui, on n'a pas d'opportunité d'investissement sur Coinbase? Donc, ici, je vous dis exactement ce que je pense par rapport à cette compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, je dis ici qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement ici parce que c'est simple. La première règle pour un investisseur est la protection du capital. D'accord? C'est la première chose qui doit vous intéresser. Hormis le fait même de gagner de l'argent, vous devez déjà, premièrement, uniquement choisir des entreprises sur lesquelles vous pourrez au moins récupérer votre capital de départ. OK? Donc, quand on parle de Coinbase ici, je ne pense pas que ce soit une entreprise sur laquelle il est possible d'avoir un niveau de certitude assez élevé de récupération du capital de départ. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement ici. Pourquoi? Nous avons une entreprise dont le revenu dépend essentiellement du niveau de volatilité des crypto-monnaies. Et à la base, du niveau de volatilité de deux crypto-monnaies principalement, parce que quand vous allez lire les rapports financiers, vous allez voir quoi? Vous allez voir que la plupart, la plupart de l'argent ici que Coinbase arrive à avoir, c'est par rapport au volume de transactions sur certaines crypto-monnaies, dont Bitcoin et Ethereum. Ces deux-là représentent à peu près 48% du volume de transactions, enfin, transactions en termes de revenus. Et parmi ces gens qui transigent sur la plateforme Coinbase, il y a les institutionnels, d'accord, comme les banques, les fonds de pension, etc. Et il y a les retail. Et vous allez voir au Q1 2021, donc au premier trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, donc un an plus tard, ces retail-là ont presque fondu. Ça a presque été divisé par deux. D'accord? Le nombre de personnes, le volume de transactions par rapport des retail sur la plateforme. Donc, si vous allez regarder cette période-là, vous allez vous rendre compte que c'est à partir de ce moment-là que les crypto-monnaies en 2021, en premier trimestre 2021, ça chauffait. Et en date d'aujourd'hui, c'est un peu mou. Donc, j'ai vraiment vu que les investisseurs sont toujours, les retail sont toujours intéressés par les gains à court terme, essentiellement, surtout pour ceux qui commencent. Il est tout à fait normal qu'ici, si les volumes de transactions baissent, alors le revenu va baisser chez Coinbase. Est-ce que vous pouvez réellement vous fier à une entreprise dont la viabilité dépend des volumes de transactions? Je ne pense pas. Je pense que je vous dirais, surtout uniquement des crypto-monnaies. Je sais que certains parmi vous pensent que les crypto-monnaies ont de l'avenir. Et on s'en fout de ce que moi je pense. Et je ne pense pas le contraire, en fait. Mais je me dis, investir dans une entreprise qui dépend essentiellement d'un marché en particulier, ça ne m'intéresse juste pas. Et je vous dirais, c'est pas que ça ne devrait pas vous intéresser, mais il faut favoriser une qui a au moins les pieds solides pour pouvoir au moins survivre lorsque les volumes de transactions sont bas. D'accord? Donc, vous allez voir cette entreprise. Regardez. Quand on va sur Coinbase, c'est une entreprise qui a gagné beaucoup d'argent en 2021. Ils ont gagné énormément d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? C'est la question la plus importante. Et est-ce qu'ils pourraient gagner à peu près la même somme ou quelque chose de supérieur dans les années à venir? C'est ce qui devrait nous intéresser en tant qu'investisseurs. Parce que si on n'a pas la garantie d'avoir au moins des revenus stables dans le futur ou bien une certaine moyenne, toutes les estimations qu'on va faire ici, tout sera faux à la fin de la journée. La marge d'erreur est assez élevée. Et on veut essentiellement investir dans des entreprises sur lesquelles on a une marge d'erreur très très faible. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous allez investir sur Coca-Cola, il est très difficile de faire une erreur d'évaluation sur Coca-Cola parce que Coca-Cola a été prouvé par le temps. Vous pouvez savoir que, OK, les marges moyennes sont à peu près à ce niveau. Les revenus moyens sont à peu près à ce niveau. On peut avoir une perception de l'avenir de Coca-Cola en se disant qu'OK, vu le produit qu'ils vendent ici, il y a très peu de chances que quelqu'un vienne nous concurrencer ici. Donc, ce genre de choses, aussi facile à voir, hormis le fait d'aller lire les rapports financiers pour essayer de comprendre la stratégie derrière. Sur Coinbase, vous vous rendez compte qu'une entreprise ici, qui a un revenu trimestriel au Q1 2021 de 1,597 milliard avec un EBITDA aux alentours de 1,117 milliard et à peu près des net income aux alentours de 771 millions. Donc, ça veut dire qu'ils ont à peu près 50% de marge au Q1 2021 avec 1,597 milliard en termes de revenus. Un an plus tard, au Q1 2022, ils ont 1,165 milliard. On s'attend au moins à ce qu'ils aient à peu près 50% de marge bénéficiaire sur ce montant-là, mais ils perdent de l'argent, moins 430 millions.
En termes d'EBITDA, on peut se dire ok, peut-être qu'ils ont perdu de l'argent, mais voilà, c'est peut-être une manipulation comptable, une variation comptable temporaire. Mais les EBITDA sont de 20 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Donc, les marges ont fondu comme neige au soleil. Quelles sont les raisons pour lesquelles les marges ont fondu comme neige au soleil alors que le nombre de personnes qui ont effectué des transactions sur la plateforme a augmenté? Le volume de transactions n'a pas baissé plus que... Voilà, c'est 10% en moins par rapport au Q1 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de assets sur la plateforme, donc je pense que c'est... Quand on dit assets, bon, je pense que vous allez comprendre. Le nombre d'assets sur la plateforme est de 256 milliards, alors que sur le premier trimestre, 2021, on avait 223 milliards. Donc plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas une rémunération par rapport à ces assets-là? Ils ne prennent pas une commission derrière pour garder les assets sur leur plateforme? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas bien le business model de cette entreprise-ci, mais je sais déjà une chose. Quand moi, je vois ça, ça ne m'encourage pas à aller investir sur Coinbase. D'accord? Parce que quand je viens sur la plateforme ici, Fastgraph, je tape Coinbase, qu'est-ce qu'il me donne? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On a eu des revenus ici, c'est vrai, mais après ça, même les estimations des analystes ici, quand vous allez regarder, est-ce que les analystes ici estiment Coinbase par rapport à un certain revenu? Oui, on a à peu près 23 analystes qui pensent que l'entreprise pourrait avoir à peu près 3 milliards 800 en termes de revenus, disons même 4 milliards. Mais maintenant, vu que les marges sont instables, vous voyez même que les marges nettes, les bénéfices nets ici sont nuls. Vu que les marges sont instables ici, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut estimer les marges de cette entreprise? Alors ici, il faut faire des guesstimations, comme je le dis toujours. Guestimer, c'est se baser sur des éléments qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas visibles pour le moment, que l'entreprise n'a jamais eu à avoir, des marges qu'ils n'ont jamais eu. On se base uniquement sur leurs concurrents. Et tout en sachant que ces concurrents-là ne sont même pas exactement ces concurrents, mais ils font à peu près la même chose. Donc, ils se rémunèrent sur les transactions, sur les commissions, des choses comme ça. Donc, sur le cas de Coinbase, j'ai essayé de faire une guesstimation. D'accord? Je vais aller très rapidement parce que ça sera simple à faire. Parce que quand moi je vois ça, déjà je vous dis une chose, évitez les compagnies qui ont moins d'une dizaine d'années en bourse. Évitez ce genre de compagnie-là. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un casse-tête inutile. Ça ne sert à rien de poursuivre le next big thing. C'est la même chose quand les gens vont comparer, voilà, tout le monde essaie d'aller dans le secteur des voitures électriques, etc. Restez tranquille. Si Tesla est une entreprise de qualité, elle va vous offrir une opportunité d'investissement. Je vous ai dit la dernière fois, par exemple, sur Tesla, c'est 25 fois les bénéfices, les forward PE, c'est après ça, à ce niveau-là, que ça va commencer à nous intéresser. Et ça ne nous intéresse pas juste en termes de chiffres, c'est aussi le business model de l'entreprise, tout en sachant qu'il y aura de la concurrence derrière. D'accord? Donc, quand vous allez, par exemple, regarder un truc comme Coinbase, qui à peu près, elle existe depuis plusieurs années, mais en bourse, elle n'a pas encore été éprouvée par le temps réellement. Elle n'a pas encore été éprouvée par le temps. Comment on peut faire confiance à ce genre de compagnie-là? Je pense que c'est très difficile à analyser. Donc, sur le cas de Coinbase, je prends simple. Je vais vous donner un exemple d'un concurrent de Coinbase. C'est Schwab. Donc, c'est une compagnie américaine qui fait... Chez Charles Schwab, c'est une compagnie américaine. Voilà, c'est un peu comme un broker en fait. Mais ils ne font pas que ça. Donc, il ne faut même pas vraiment... Ils n'ont même pas de transactions de crypto-monnaie sur leur page. Mais à peu près, ils se rémunèrent à la commission dépendamment des services qu'ils offrent. Donc, c'est un truc un peu comme à la DGiro ou bien à la Trading 212, mais avec un tout petit peu plus de sérieux. D'accord? Donc, ici, quand vous regardez cette entreprise-ci, au niveau des marges nettes, nous avons ici une entreprise qui a à peu près une trentaine de pourcents en termes de marge nette. OK? Vous avez une trentaine de pourcents en marge nette. Donc, vous savez que moi, d'habitude, dès que j'ai les marges, le revenu, qu'est-ce que je fais? Je viens simple ici. Je prends ici le revenu estimé de l'entreprise par rapport à cette année-ci. Donc, vous constatez déjà que ce revenu-là sera moitié moins que ce qu'on a connu en 2021. C'est quel genre d'entreprise qui baisse ses revenus comme ça, dont les revenus dépendent essentiellement des volumes de transactions? Donc, c'est quand il y a de la spéculation sur les crypto-monnaies que cette entreprise devient intéressante. Mais c'est également vrai que c'est une entreprise qu'il faut acheter quand tout va mal. OK? Donc, ici, quand on peut avoir 4 milliards de revenus ici. Si on fait 30%, 30% de 4 milliards ici, ça fait près 1 milliard 200. Admettons même qu'on donne 20 fois les bénéfices pour cette entreprise ici. On va se dire que 24 milliards, c'est ce qu'on pourrait payer pour Coinbase. Mais il faut prendre une question, il faut mentionner quelque chose. Le nombre d'actions ici ne sera instable parce que c'est une entreprise qui émet elle donne des actions à ses employés. Donc, le nombre d'actions va augmenter. Si elle ne s'autofinance pas, elle va émettre de la dette ou elle va émettre de nouvelles actions pour pouvoir s'autofinancer. Donc, sachez déjà que 210 millions ici, c'est très instable. Et je ne suis même pas certain qu'on soit à 210 millions parce que quand je viens regarder ici sur Yahoo Finance, juste pour voir à peu près qu'est-ce qu'eux ils me mentionnent, voilà, on a 261, 262 millions ici, donc on a encore un petit retard ici. Donc on va mettre 262 millions. Donc on prend le 24 milliards ici divisé par 262 millions. Je ne prends même pas en considération la dette, d'accord?
Je ne prends même pas en considération la dette. Donc, je divise ici par 262. Divisé par 262, ici, on va se dire que l'entreprise ici a une valorisation aux alentours de 92, à peu près 92 dollars l'action. OK? Mais, en prenant des marges de 30%, qu'elle n'a pas, c'est certes, elle les a eues, mais ça dépend du niveau de volatilité. Donc, notre PER déjà est trop gentil. Donc, au lieu de prendre un PER de 20 fois les bénéfices, je prends un PER de 15, juste pour me protéger. 15 fois les bénéfices avec les marges bénéficiaires de 30%. On n'a pas à 70 dollars par là. 68, 69 dollars par là. Je sais que ça correspond à peu près si vous allez vous dire, ouais, mais peut-être qu'ils peuvent avoir ces marges-là, mais c'est instable. C'est très instable. Évaluer Coinbase ici, c'est comme évaluer une compagnie pétrolière. Il faut normaliser les résultats. Donc, ça veut dire quoi normaliser? Ça veut dire qu'en période à peu près, voilà, que ce soit une période hausse ou une période basse, quel est le niveau de revenu que cette compagnie pourrait avoir en moyenne et le niveau de marge qu'elle pourrait avoir en moyenne. Malheureusement, on n'a pas l'information. Pourquoi? Parce que Coinbase est une nouvelle entreprise. Donc, à la fin de la journée, quand je dis nouvelle entreprise, elle est nouvellement cotée en bourse. Donc, sauf si vous avez accès aux rapports financiers d'il y a peut-être 5 ans ou 4 ans, je ne sais même pas depuis combien d'années elle existe. Peut-être là, vous pouvez faire des estimations un tout petit peu plus précises. Mais moi, je dirais une chose. C'est déjà assez compliqué d'évaluer une entreprise qui est stable. Combien de fois d'évaluer une entreprise qui est nouvelle et instable? Donc, à la fin de la journée, je dirais Coinbase ici. Je ne veux pas dire, je ne sais pas si c'est une entreprise de qualité ou pas, mais c'est clairement une entreprise qui ne m'intéresse pas du tout. Je dis bien alors là, pas du tout. Mais je la mets en observation. Parce que le secteur des crypto-monnaies, je l'observe également, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je voudrais investir. Je préfère investir sur quelqu'un, voilà, sur une entreprise où il y a une commission derrière pour ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies, comme Coinbase par exemple. Mais Coinbase va m'intéresser peut-être dans 5 ou 10 ans. Évidemment, vous allez vous dire que oui, mais tu vas rater l'opportunité d'investir sur Coinbase. On va y revenir. Donc, remarquez ici que ça, c'est parce que j'ai pris 30% en termes de marge bénéficiaire. Mais admettons plutôt que, parce que Charles Schwab, c'est peut-être pas le seul concurrent de l'entreprise ici. Il y a peut-être une entreprise qu'on appelle ici Interactive Broker, d'accord? Ici, je ne sais pas s'ils offrent un service de crypto-monnaie ici, mais voilà, c'est de la transaction, c'est des actions, etc. Donc, ils prennent des commissions derrière. Donc, vous regardez cette entreprise ici. Alors, premièrement, ne prêtez pas attention à ces free cash flow parce que je pense que ces free cash flow ici peuvent vous induire en erreur. On va prendre ici les marges nettes. Les marges nettes de cette entreprise ici sont aux alentours de, on va se dire à peu près 10%. Soyons gentils. Ça veut dire que si on prend 10% de 4 milliards, que 4 milliards qui est le revenu estimé de cette année-ci de Coinbase, donc si on prend 4 milliards ici, donc ça fait 400 millions ici, 10% de 4 milliards, ça donne 400 millions. Multiplié par, voilà, admettons 20 fois les bénéfices encore, soyons gentils, ça fait 8 milliards ici. Donc 8 milliards divisé par 262 millions d'actions, ça donne ici 30 dollars à l'action. Donc, si on prend 10%, ça pourrait être 30 dollars l'action. Je pourrais même me dire que je préfère encore prendre le moins 10 ans et attendre Coinbase aux alentours de 30 dollars l'action. Évidemment, ça ne prend pas en considération la croissance des revenus de Coinbase. Mais vous avez vu ici que Coinbase, c'est une entreprise qui a connu des revenus à peu près de 8 milliards. Elle a tutoyé des revenus de 8 milliards en 2021 pour avoir en dette de cette année des prévisions aux alentours de 4 milliards. Donc, c'est une véritable chute. Qui ne me dit pas que l'année prochaine 2023, on aura plutôt des revenus aux alentours de 2 milliards. Ça, c'est point d'interrogation. Donc, je ne veux pas mettre mon argent dans des unités où je n'ai aucune certitude en termes de stabilité des revenus, stabilité des marges. Ça ne m'intéresse juste pas. Donc, comme je disais tantôt, vous allez me dire, oui, mais tu vas rater une opportunité d'investissement. Ne vous inquiétez pas. Les opportunités d'investissement, il y en a tous les jours sur les entreprises. Vous allez me parler, par exemple, de Google. Google, par exemple, qui est une entreprise de croissance, hein. Je vous prends les exemples d'entreprises de croissance. C'est une compagnie de croissance. Vous savez combien de fois Google vous a donné l'occasion de l'acheter dans le passé? On va juste le mettre ici, Google. Je vais le mettre par rapport au free cash flow. Donc, on prend les marges de free cash flow de Google ici. Voilà. Donc, admettons qu'ici, Google, ici, c'est négocié à des free cash flow de 24 fois les bénéfices. C'est tout à fait raisonnable pour une compagnie qui a une croissance, en tout cas sur les 10 dernières années, d'à peu près 25%. Sur les 5 dernières années, elle a une croissance de 30%. Et sur les 3 dernières années, c'est une croissance d'à peu près une vingtaine de pourcents, donc 19% par là. Donc, elle est en pleine croissance. On peut littéralement se dire ici qu'on peut avoir au moins minimum 10% de croissance sur les 5 prochaines années. D'accord? La preuve ici, c'est que les analystes estiment que l'entreprise d'ici 2024 on aura à peu près une croissance en moyenne de 15% d'ici 2024. Donc, vous remarquez ici que voici une entreprise. À chaque fois, regardez juste la ligne orange. À chaque fois qu'elle s'est négociée à la ligne orange, elle est correctement évaluée sans prendre en considération la croissance future. C'est sûr que c'est 25 fois les bénéfices, mais c'est 25 fois les bénéfices pour une compagnie de croissance. Si c'est une compagnie que j'achète à 25 fois les bénéfices, qui a une croissance de 20% assumée, assurée, ou avec un grand potentiel de croissance de 20 à 25%, en achetant ça à 25 fois les bénéfices, techniquement, je ne surpaye pas.
d'accord, en 5 ans, si elle double juste son revenu, je l'aurais acheté à 12,5 fois les bénéfices. Vous divisez 25 par 2 parce que mes revenus vont doubler, mes bénéfices nets vont doubler. Or, dans la vie réelle, ce n'est même pas souvent ça. Parfois, quand les revenus doublent, les bénéfices nets peuvent tripler parce que les marges augmentent. Donc, ici, Google, j'aurais pu l'acheter tout entre 2008 ici et 2013 tous les jours. D'accord? La croissance était toujours là. D'accord? Donc, également, j'aurais pu l'acheter ici en 2017. J'aurais également pu l'acheter ici en 2020. Je peux également l'acheter ici aujourd'hui. Donc, vous allez me dire, oui, mais si tu avais acheté Google en 2006 jusqu'à aujourd'hui, tu aurais fait plus d'argent. Oui, vous avez raison, mais combien de personnes auraient eu les couilles de le faire? Combien de personnes auraient eu les couilles de peg autant de supporter tous ces zigzags-ci? Il est toujours facile de regarder un investissement en regardant derrière. Hein. C'est pour ça que quand vous faites vos prévisions en vous basant sur ce que vous aurez en termes de dividendes par rapport aux dividendes passés, vous êtes au champ. Vous êtes en train d'aller en bourse, littéralement. Non. Le dividende passé ou bien les bénéfices nets passés, ça veut dire qu'on a de grandes chances de rapporter ça. D'accord? Mais il faut toujours prendre en considération le payout, mais également l'opportunité dans le futur. C'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais ce n'est pas difficile à regarder. Donc, quand vous voulez investir dans une compagnie, c'est la première chose, c'est d'abord d'investir dans une compagnie sur laquelle vous savez que vous pouvez récupérer vos cash si tout va mal. D'accord? Vous savez que vous pouvez récupérer vos cash. Deuxièmement, si vous pouvez investir dans une compagnie de qualité qui a au moins un grand avenir, c'est parfait. D'accord? Donc, ici, on se dira Coinbase n'est vraiment pas une opportunité d'investissement. Je n'ai même pas un price target pour cette compagnie-ci. Je vous dirais une chose, passez à autre chose. Votre argent mérite un meilleur véhicule d'investissement. S'il fallait même qu'on me force à acheter Coinbase, je ne donnerais pas plus de 10 milliards pour cette entreprise-ci. Bon, pas plus de $30 en date d'aujourd'hui. Je dis bien si on me force. Et littéralement, ce n'est pas une compagnie qui m'intéresse. Dans 10 ans, ça pourrait peut-être m'intéresser. Et je vous ai dit, les compagnies de croissance vous offrent toujours une opportunité d'achat. Regardez Meta. Aujourd'hui, on vous demande de l'acheter, mais tout le monde a en train de fuir Meta parce que voilà, tout le monde, vous pensez que Meta va mourir. Meta est l'entreprise que comment on appelle ça, les gestionnaires de fonds que je respecte, d'accord, parce que je ne les respecte pas tous. Il y en a certains qui sont juste plus importants que d'autres. L'entreprise la plus achetée sur le trimestre précédent est Meta. Et ça dure depuis plusieurs mois. Quand vous allez la comparer ici, par exemple, je prends ça ici, d'accord, je prends sur les 6 derniers mois, l'entreprise qu'on a le plus acheté, d'accord, au total, c'est Meta, Google, Microsoft, Amazon, Netflix, Booking, Adobe, PayPal, Salesforce, Citigroup, SP Global. On va juste s'arrêter là. Uber, je ne sais pas qui a fait ça, mais à la fin de la journée, ce n'est pas parce que tout le monde achète Uber que je vais l'acheter également. Ce n'est pas également parce que tout le monde achète Meta que je vais l'acheter. Mais ça vous dit déjà à peu près où est-ce qu'on s'en va. Si on prend juste les entreprises qui ont été achetées au moins une dizaine de fois, Meta, Google, Microsoft, Amazon. Juste ces quatre-là. Et ça continue. Et le trimestre précédent ici, vous voyez à peu près, voilà, si on prend ici le nombre d'achats, bon, tout le monde n'a pas encore signifié ces informations ici, mais à la fin de la journée, c'est les entreprises que les gens possèdent le plus, c'est Meta, Google, si ces investisseurs-là possèdent le plus, c'est Meta, Google, Microsoft, Amazon, Visa, Berkshire Hathaway, Mastercard. Vous allez juste voir que c'est que des entreprises de qualité. Très rarement, vous allez voir ici une entreprise qui ne rapporte pas d'argent. Donc, évitez les entreprises qui ne rapportent pas d'argent ou bien qui sont trop volatiles. Donc, sur Coinbase, on va juste s'arrêter là parce que moi, ça va m'énerver. Ça me dérange souvent de parler des entreprises qui ne sont pas de qualité. Mais à la fin de la journée, on apprend toujours. Quand je dis ça va m'énerver, c'est pour rigoler. Donc, ici, Coinbase, si vous avez ces actions-là, j'espère que ça représente une toute petite partie de votre portefeuille. Parce qu'il n'est pas interdit de spéculer, mais si vous mettez de l'argent sur Coinbase, c'est pas pour regarder ça demain ou après-demain. Allez regarder ça dans 10 ans et soyez certain que vous allez payer cet argent-là. Quand je dis certain que vous allez payer cet argent, je dis ceci. Quand vous y investissez, allez-y avec l'idée générale selon laquelle vous allez payer la totalité de cet argent-là. D'accord? Et venez regarder ça dans 5 ans ou 10 ans par là. D'accord? Donc, allez-y comme ça. Mais sinon, moi, personnellement, je n'aime pas la spéculation. Je n'aime pas spéculer. Et quand bien même je sais que je suis en train de spéculer, je m'arrange à ce que ça représente une toute petite partie de mon portefeuille. Donc, Coinbase, ce n'est pas une opportunité d'investissement ici. Il fallait même donner une valorisation à ce niveau-là. Je vous dirais $30 ici, je suis à peu près correct. Et à même ça, ça ne m'intéresserait même pas à ce prix-là. Donc, on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.